mesdames, messieurs, à présent, nous allons passer à notre sujet pour ce matin, le gouvernorat de la Nouvelle-Vallée, ce site en fait désertique et ce site touristique très formidable. Et pour cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous au studio Madame Ola Gamel, experte en tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors, Madame Ola, bien sûr, on parle aujourd'hui de la Nouvelle-Vallée, cette beauté au milieu du désert, mais il y a un événement aussi important ce dernier temps, c'est bien sûr la nomination de Madame Hanan Magdi comme première dame à diriger le gouvernorat. Alors tout d'abord, comment vous avez vu cette nouvelle? Alors j'ai beaucoup apprécié cette nouvelle. Dès que j'ai vu ça sur les sites des infos, vraiment j'ai écrit tout de suite un post pour féliciter tous les gens que je connais dans la Nouvelle-Vallée, parce que j'ai vu qu'eux aussi, ils étaient très contents de sa nomination. Donc j'ai compris que c'était vraiment, moi je ne la connaissais pas avant, mais j'ai compris que les habitants de la Nouvelle-Vallée l'apprécient énormément, et j'ai commencé à chercher c'est qui Madame Hanan Magdi exactement. Et cela, vraiment, tout de suite, ce que j'ai écrit, que enfin une femme est nommée comme gouverneure. Bon, elle n'est pas la première femme gouverneure, il y avait déjà deux autres qui l'ont précédée, mais pour un gouvernorat... Pour ce gouvernorat, oui. Exactement, c'est quand même un gouvernorat qui représente 45% du territoire égyptien, un gouvernorat qui n'est pas facile, un gouvernorat frontalier. Donc les distances aussi pour gérer tout ce qui se passe dans la Nouvelle-Vallée est très très grande et très importante. Donc pour qu'une femme jeune aussi, diplômée, super bien formée, soit nommée dans ce poste, j'étais vraiment très contente et j'ai tout de suite écrit, j'apprécie ce changement de mentalité et que les habitants de la Nouvelle-Vallée soient aussi fiers et contents que ça soit une femme nommée à la tête, parce que c'est pas habituel que les habitants de ces régions aussi acceptent une femme qui dirige. Et là, c'était vraiment une fierté. D'accord. Alors, la Nouvelle-Vallée, c'est vrai qu'on vient de parler, on vient de voir ensemble dans ce commentaire la beauté de cette région. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire dans la Nouvelle-Vallée? C'est vrai qu'il y a plein de choses à faire, si on parle du tourisme, bien sûr. Alors, décrivez-nous un peu la Nouvelle-Vallée. Bon, la Nouvelle-Vallée, c'est un monde multiple. On peut tout faire dans la Nouvelle-Vallée. Les Égyptiens, malheureusement, pensent que c'est juste le désert, mais en fait, la Nouvelle-Vallée, c'est un paradis. Comme je viens de le dire, c'est 45% du territoire égyptien, avec deux, voire trois oasis très très importantes. Donc l'oasis de Farafra, de Dakhla et de Kharga. Kharga, c'est la capitale de la Nouvelle-Vallée. Et c'est une grande ville, contrairement à l'idée générale que c'est loin, que c'est excentrique, que tout ça. Mais Kharga est une ville très très belle, très bien aménagée. Le peu de population dans ces régions lui donne un confort et une aisance dans le déplacement extraordinaire. Les oasis, qu'est-ce qu'une oasis exactement? Pour comprendre, c'est une dépression qui est en dessous du niveau de la mer, et c'est de là que vient un climat plus agréable, un microclimat différent du désert. Ce n'est pas la chaleur du désert, ce n'est pas l'aridité du désert, c'est une dépression donc plus basse que le niveau de la mer. Parfois ça arrive jusqu'à 100 mètres, voire plus même. Pour Dakhla et Kharga, on est entre le niveau de la mer, donc à 0, et environ 50 à 60 mètres en dessous du niveau de la mer. Donc c'est un climat très agréable. Les oasis, par définition, c'est donc un endroit planté en plein milieu du désert. Et là, les plantations, c'est souvent des palmiers, c'est ce qui pousse le mieux dans ces régions. Et c'est presque irrigué naturellement. Donc ils reçoivent l'eau par les nappes phréatiques et par l'eau souterraine, mais avec la surexploitation, les gens commencent à irriguer. La Nouvelle-Vallée couvre des millions d'années. Alors parler en millions d'années, ça pourrait paraître très bizarre, inimaginable dans notre petit cerveau d'humain, mais la Terre existe depuis bien des millions d'années, et à partir de l'ère que nous appelons Crétacé, c'est environ 100 millions d'années, donc très très loin, et on a du mal à l'imaginer. Ce territoire était couvert par une mer. Donc ce n'était pas un désert. C'était une mer qui s'appelle la Tétis, qui couvrait une grande région, et la mer arrivait jusqu'à environ la région de Dakhla.
D'accord. Vers 35 millions, la mer a commencé à se retirer. Et des millions d'années plus tard, vers 11 000, il y a une savane qui s'est formée dans cette région-là. Donc on passe d'une mer à une savane, Un désert. à un désert, Ah ouais, et c'est il y a qui formidable. nomment le désert comme une mer exactement. Il y a une ressemblance entre les mers et les déserts long à décrire. Mais donc, depuis des millions d'années, cette région était habitée par des animaux. On a découvert longtemps avant la présence de l'homme, parce que l'homme, notre espèce, l'Homo sapiens, n'est apparu que vers 300 000 avant Jésus-Christ, évidemment. Donc, on a trouvé des restes des dinosaures, ce qui paraît très bizarre, mais dans l'oasis de Dakhla, l'université de Mansoura, il y a un professeur égyptien très éminent qui s'appelle professeur Salem, qui a fondé un laboratoire à l'université Mansoura, et leur recherche à Dakhla a permis qu'ils ont découvert des squelettes de dinosaures, un dinosaure. Et comment ils l'ont appelé, puisque c'est l'université de Mansoura, Mansourasaurus. Donc ça, c'est un dinosaure très célèbre et qui a été étudié depuis 2018, la date de la découverte, jusqu'à aujourd'hui. Ils l'ont déplacé à Mansoura. J'aurais bien aimé pouvoir le voir à Dakhla, mais pour les raisons scientifiques, ils l'ont déplacé à l'université de Mansoura et il est dans leur laboratoire pour l'étudier. Donc il y avait depuis très longtemps des dinosaures. Après, il y avait une faune et une flore très différentes que ce que nous connaissons, mais que nous trouvons dessinées sur les rochers et sur les gravures rupestres. Donc on a pas mal d'inscriptions de la préhistoire qui remontent peut-être à l'époque Crétacée et des périodes, non pas Crétacée, mais de la préhistoire. Donc on a la fameuse grotte de Mestékaoui, encore un Égyptien avec fierté qui l'a découvert. Et là, c'est une grotte qui se trouve vers la frontière libyenne, égyptienne, soudanaise, dans le coin tout à fait sud-ouest de l'Égypte, une région très difficile d'accès, mais quelques-uns ont pu y accéder. Donc, comme vous voyez, l'histoire commence depuis des époques où l'homme n'était pas encore là. Et puis, quand l'homme s'est installé, alors nous avons des traces depuis l'ancien empire égyptien, ça veut dire depuis environ 2600 avant Jésus-Christ. Le règne d'un roi qui s'appelle Pépi. Alors, Pépi avait envoyé un gouverneur pour gouverner cette région. Donc l'ancien empire s'installe, c'était gouverné par les pharaons qui étaient dans la vallée du Nil, le Moyen Empire, le Nouvel Empire, mais surtout les restes que nous avons aujourd'hui datent de l'époque romaine. Donc on a une histoire depuis des ères géologiques très anciennes. C'est formidable, vraiment. Et jusqu'à la période. Alors, parmi les oasis qui existent dans la Nouvelle-Vallée, est-ce qu'il y en a qui sont beaucoup plus célèbres, qui attirent plus de touristes que les autres, ou bien tous les oasis vraiment sont des sites d'attraction pour les touristes, égyptiens et étrangers, bien sûr? Oui, chaque oasis a son attraction, mais après, ça dépend des circuits. Si c'est un touriste étranger, ça dépend du nombre de jours qu'il a en Égypte. Donc, les circuits touristiques, soit c'est pour visiter par exemple Bahareya qui est l'oasis tout au nord, mais elle n'appartient pas à la vallée, à la Nouvelle-Vallée, elle appartient au gouvernorat de Giza. Donc soit Bahareya avec le désert blanc et le désert noir. Et là c'est encore deux fameux sites qui se sont formés dans les aires géologiques par des volcans, quand le désert était une mer, par des fossiles, des restes des fossiles. Donc soit on fait un programme pour cette partie nord, Bahareya, désert blanc, désert noir, soit plutôt un circuit vers Dakhla et Kharga qui sont chargés de sites archéologiques énormes, mais aussi pour les safaris, pour les dunes, pour camper dans le désert, donc beaucoup de circuits rien que pour camper, même si on n'est pas intéressé par les sites archéologiques, mais le désert est fascinant.
Ouais. Moi, je peux dire, il y a 10-15 ans, j'aimais pas le désert. Et puis, à force de retourner, c'est pour cela, j'aimerais bien dire à tous ceux qui ne goûtent pas encore au désert qu'il faut retourner plusieurs fois. C'est comme les gens qui disent, j'aime pas la mer. Et donc, le désert est fascinant. Quand on est là-bas, on est dans un monde presque de mystique. On est avec soi-même. On est là avec rien. On se rend compte qu'on a besoin de peu finalement dans le monde. Quand on campe dans une tente sous les étoiles, on appelle ça les étoiles, des milliards d'étoiles, c'est fascinant parce qu'on se rend compte que finalement on n'a pas besoin de superflu, on n'a pas besoin de tout ce que nous avons chez nous. On peut se contenter d'une tente, on a une source d'eau à côté de nous, on a de l'eau, on a de quoi manger, on a les étoiles, on a un beau ciel. Et voilà, c'est fascinant. Et quels sont les meilleurs moments pour visiter cette région? Est-ce que c'est toute l'année? Est-ce qu'il y a des périodes où c'est difficile d'aller dans ces régions? Bien sûr, la chaleur est quand même écrasante. Ouais. Oui. Si on va faire un safari, on est dans le désert, loin de l'oasis même, hein, donc loin des palmiers, loin de l'ombre un petit peu, si on est dans le désert. Alors c'est de novembre à maximum mars. D'accord. Limite mars-avril encore, mais après une grosse chaleur commence à taper vraiment dans le désert. Mais ce n'est pas négligeable parce qu'on se sert de cette chaleur pour une énergie solaire, on se sert aussi pour se soigner. Donc il y a peut-être qui préféreront venir en été pour peut-être vers juin, juillet aussi maximum, juin je dirais seulement. Pour des bains de sable, et ça c'est très bénéfique pour le corps. Voilà, donc ça c'est les mois vraiment les plus appréciés. Oui, alors ça attire un nombre important de touristes quand même. De plus en plus. Ouais. En général, les touristes européens et américains, chinois, asiatiques, tous, viennent, s'ils viennent pour la première fois, c'est pour la réputation soit des antiquités, des sites archéologiques, les pyramides évidemment, tout ce qui est classique, Luxor, Assouan, et en deuxième plan, la plongée sous-marine du côté de la mer Rouge. Ouais. Le touriste qui a déjà fait ça et ça, après, il pense au désert. Donc, on ne choisit pas l'Égypte si on vient pour la première fois pour le désert, malheureusement. Donc, il faut promouvoir le désert encore plus, mais l'Égypte, quand même, a d'autres facettes plus attirantes que le désert. L'archéologie, la mer Rouge, la plongée, tout cela. En troisième position, c'est le désert. Donc, c'est de plus en plus. Mais, par contre, c'est le tourisme égyptien. Exactement, c'est ce que j'allais poser comme question. Ce dernier temps, on voit pas mal de jeunes qui commencent à vraiment s'intéresser au désert. Exactement. Voilà. Et ça fait plaisir. Maintenant, donc, les habitants de ces oasis ont compris que les Égyptiens peuvent être une source également pour le tourisme pour eux. Les Égyptiens commencent à s'intéresser de plus en plus. Au départ, on ne comprenait pas que font ces gens qui vont dans le désert. Tu vas à Siwa, tu vas faire quoi là 12 heures de route, pourquoi faire désert d'Akhla, Kharga, mais c'est où tout ça? Donc maintenant, il y a, je pense, une renommée, une réputation de ce désert, des campings, et les jeunes commencent à apprendre une autre façon pour voyager que les 5 étoiles, qu'un voyage de luxe. Ben non, il y a une autre façon pour voyager qui est très agréable, qui est un retour vers soi, qui nous apprend à se débrouiller par nous-mêmes. Et une fois qu'on a fait ça, une fois, 2 fois, moi je suis partie avec des Égyptiens qui expérimentaient le désert et le camping pour la première fois. Au début, ils étaient choqués. Comment on va vivre, comment on va se débrouiller, tout ça. Et puis, ils deviennent adeptes et fidèles vraiment de ce genre de voyage. C'est très important. Alors, en fait, quand on parle aussi de la Nouvelle-Vallée, il y a le tourisme thérapeutique. Et ça, c'est un genre de tourisme très important, surtout dans cette région, et un tourisme important pour l'Égypte tout entière. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce genre de tourisme également? Alors, il y a 3 choses, je dirais, qui peuvent attirer dans ce domaine pour un tourisme thérapeutique. Il y a évidemment l'air là-bas, qui est un air propre. Il y a très peu de circulation, très peu de pollution. C'est encore un territoire vierge.
On peut mieux respirer si on souffre des maladies respiratoires, si on a une allergie à la pollution, les grandes villes, tout cela. Et donc, il y a cet air qui attire évidemment. Il y a le côté psychologique, évidemment. Si on en a marre des grandes villes et de la circulation, aller se retirer dans les oasis, ça repose mentalement, ça repose complètement. On est complètement détendu après une semaine dans une des oasis. Voilà, on revient au Caire, c'est le choc des voitures et de la civilisation. Deuxième domaine, c'est les sources sulfuriques. Et là, il y a des centaines, je dirais, de sources sulfuriques. C'est de l'eau sulfureuse qui jaillit naturellement du sol. Avec peut-être la surexploitation dans certaines régions, il faut la pomper. Avant, ça sortait naturellement parce que c'est une eau qui est sous pression dans le sol, ce qu'on appelle les aquifères. Et une fois que cette pression est trop forte, ça jaillit naturellement. Mais une fois qu'elle est exploitée, ça commence à baisser et on commence à la pomper avec des pompes. Et dans toutes les oasis, tous les quelques centaines de mètres, il y a une source comme des piscines publiques en plein désert. Alors après une journée de visite ou de balade dans le désert, on rentre, voilà, c'est le bonheur total de plonger dans ces sources. Il y a des sources d'eau très chaudes, ça peut arriver jusqu'à 40-50 degrés, là on ne peut pas du tout. Même en hiver? Même en hiver, oui, parce que c'est de l'eau qui vient du sous-sol qui le chauffe. Et plus c'est profond, plus c'est chaud. Donc parfois il y a de l'eau qui nous vient de 500 mètres de profondeur. Donc plus on creuse, plus l'eau est chaude. Et là, il le mélange avec une autre source, donc il se débrouille pour faire comme s'il y a deux piscines, une très chaude, une à moitié, et ils ouvrent des canaux pour faire une troisième piscine, entre guillemets des piscines, ce sont des sources naturelles, pour que les gens puissent y aller. Et ça, c'est très bon pour quelques maladies de peau, pour l'acné, pour le rhumatisme, pour tout ce qui est de souffrance musculaire. C'est très reposant, mais il ne faut pas rester plus que 15-20 minutes parce que trop de sulfure aussi, c'est pas bon pour le cœur et pour le cerveau même. Troisième chose, c'est le soleil. Voilà, donc, et en hiver, évidemment, pour les habitants de l'Europe ou de l'Amérique, en plein hiver, venir dans un autre désert, c'est le bonheur total aussi, avec un soleil ardent, un soleil et un ciel bleu. On garantit un ciel bleu tous les mois d'hiver. Il pleut rarement, presque plus maintenant. Donc voilà, soleil, air propre et eau sulfureuse. Qu'est-ce qu'on attend de plus, Alors, si on parle en fait du côté économique de la Nouvelle-Vallée, c'est vrai qu'il y a aussi dans les oasis l'artisanat, c'est très beau, tout le monde vient après une visite avec plein de choses très agréables, et il y a les dattes, bien sûr, une source aussi importante pour les habitants de cette région également. Oui. Alors, évidemment, le palmier est traité comme un enfant dans la famille. D'accord. Et le nombre de palmiers représente la richesse dans une famille. Et les palmiers ça couvre toutes les oasis. Donc, on ne peut pas imaginer une oasis sans palmiers. C'est certes l'image stéréotype, mais c'est comme ça. Palmiers, désert et source. D'accord. Les dattes, on a une très très bonne qualité de dattes qu'on exporte. On l'exporte vers l'Europe, mais on l'exporte aussi vers quelques pays arabes, même si eux-mêmes ils cultivent, ils ont des dattes chez eux, mais il y a toujours les qualités exportables, qualité numéro 1 qu'on exporte, et vice-versa. Les palmiers poussaient depuis les Antiquités, depuis 5000 ans avant Jésus-Christ, on sait qu'il y avait des palmiers. Le palmier, c'est une richesse écologique extraordinaire, parce qu'on peut tout faire avec un palmier. Donc on peut vivre dans les oasis, comme je venais de le dire, qu'on n'a pas besoin de grand-chose. On a notre eau, on a notre maison en briques crues de la nature, on a un palmier et on a un animal pour notre déplacement. Voilà, c'est tout ce dont a besoin un habitant de la Nouvelle-Vallée ou des oasis. Le palmier, le tronc sert pour faire des plafonds dans les maisons. Ça sert aussi pour faire des passerelles sur les petits canaux.
ça sert aussi pour faire des clôtures autour des maisons, ou pour les animaux, ou pour les maisons, ou même pour des petits jardins, par exemple. Les branches servent pour faire des paniers, pour faire des chapeaux, des oiseries, des vanneries, toute la fabrication pour faire plein de paniers ou de plateaux ou des sacs ou des porte-légumes ou des cages. Tout ce qu'on peut faire avec. Tout ce qu'on peut faire pour transporter les légumes, les fruits, tout ça. Les cages sont fabriquées à partir de l'intérieur des branches de palmier. Voilà, donc on peut tout faire vraiment. Les chaises, les tables, tout ça, c'est à partir d'un palmier. À part les dattes, qui est très nutritif, évidemment, et qui est très, très apprécié. Oui. Économiquement parlant, à part ça, les habitants de la Nouvelle-Vallée dépendent également d'autres agricultures que les dattes, les fruits et les légumes, donc ils sont majoritairement agriculteurs, mais de plus en plus des jeunes maintenant vont faire une éducation dans les grandes villes. Il y a l'université de la Nouvelle-Vallée aussi, et qui reviennent dans leur oasis. Des vétérinaires, c'est très très important. J'ai appris quand j'étais à Bahareya qu'ils ont qu'un seul vétérinaire, donc il est là pour soigner tous leurs bêtes et il est vraiment un grand chef très célèbre. Voilà, tout le monde a besoin de lui, donc il faut peut-être un peu plus encore d'aller se former. Il y a notre chère Madame Hanan Magdi dont on vient de parler, qui est diplômée de l'Université du Caire en sciences. Beaucoup de fonctionnaires, ceux qui travaillent dans les musées, dans l'administration. Donc voilà, ça c'est les métiers principaux un petit peu. L'artisanat aussi est très important dans cette région, avec tous ces petits objets faits par la main, par les dames et les filles aussi. C'est très beau. Et ça c'est très bien parce que heureusement qu'il y a encore des femmes c'est surtout les femmes qui préservent cet art. Il y a aussi dans les vêtements, les habits, les galabéas des oasis très typiques. Il y a les foulards, des gilets, plein ça commence à être très célèbre aussi partout. Oui, maintenant les Égyptiens adorent aller acheter et revenir avec ces petits souvenirs, les petites poupées, les perles, les colliers en perles, tout ce qui est fabriqué à partir, la poterie également. Donc cet artisanat, il faut la garder, il ne faut pas qu'elle disparaisse, il faut vraiment tout faire. Il y a des centres vraiment qui essayent de protéger, de maintenir ce travail. Madame Aoula Gamal, je rappelle que vous êtes experte en tourisme écologique. Je vous remercie infiniment. Maintenant, j'ai très envie d'y aller en fait. J'espère que tout le monde a le même envie. Je vous invite à un prochain voyage. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était tout, mesdames, messieurs, pour cette édition de Bonjour l'Égypte. Je vous remercie infiniment. Rendez-vous demain, une nouvelle édition. Bonne journée à tous.